passe là. On passe au direct. On est en direct. Bien, bonjour. Bienvenue à la Nuit des idées, si particulière en cette période de crise sanitaire qui nous oblige à utiliser des moyens que nous mettons en place pour la première fois. Donc nous en appelons à votre indulgence s'il devait y avoir quelques dysfonctionnements. Mais sachez que toute l'équipe technique des économistes a travaillé d'arrache-pied pour qu'il n'y ait pas de problème. Nous remercions la direction de la culture de la ville d'Aix-en-Provence pour son efficace co-organisation. Nous remercions nos trois intervenants, Paul Bouffartigue, Claude Paraponaris et Mathieu Vabre, d'avoir accepté de réfléchir et de débattre sur le thème de la place du numérique dans notre société. Nous remercions également Henri Lombard, philosophe et économiste, d'animer cette rencontre. Nous remercions les équipes techniques de l'amphithéâtre de la Verrière et des économistes. Et je donne tout de suite la parole à Henri Lombard. Oui, chaque année, depuis 2016, à l'initiative de l'Institut français, la Nuit des idées, c'est une invitation à découvrir l'actualité des savoirs et à écouter celles et ceux qui font avancer les idées dans tous les domaines et à échanger sur les grands enjeux de notre temps. En un mot, il s'agit de célébrer la circulation des idées entre les pays et les cultures, entre les disciplines et les générations. Et cette opération, la Nuit des idées, se déroule presque en simultané dans une cinquantaine de pays répartis sur les 5 continents. C'est pourquoi, même s'il est seulement 10 heures du matin ici à Aix-en-Provence, on peut quand même parler de Nuit des idées, puisqu'il fait bien nuit quelque part à l'heure actuelle. Et cette année, donc, comme vient de le dire Dany, malgré l'impossibilité de se réunir, c'est quand même plus de 200 événements qui ont lieu dans le monde, dans un grand live de 24 heures, et qui sont proposés donc aux 4 coins de la planète pour réfléchir à l'avenir avec des interventions de haute voltige, on dirait, réunies par l'Institut français sous le parrainage du philosophe et sociologue allemand Hartmut Rosa. Le thème de cette 6e édition de la Nuit des idées, c'est proche. Et ce thème a été choisi en résonance évidemment avec l'épidémie de coronavirus et les confinements qui en ont découlé, ce qui place au cœur des débats la thématique de nos rapports à l'espace et aux autres au sein de nos sociétés. La transformation de nos rapports à l'espace et aux mobilités, les nouvelles solidarités que la crise de nos modèles économiques et sociaux appelle à construire, ou encore, comme vient de le dire Dany, la place du numérique dans nos sociétés qui façonne plus que jamais notre rapport au monde. Et c'est ce dernier thème, la place du numérique dans nos sociétés, que nous avons choisi d'explorer à Aix-en-Provence avec 3 angles d'approche. Les conséquences sociales du numérique, le numérique et le travail, et le numérique et les expressions artistiques. Et pour aborder ces 3 aspects, ces 3 angles, eh bien, nous aurons 3 intervenants que je vais vous présenter. À ma gauche, Paul Bouffartigue, qui est sociologue du monde du travail. Il est directeur de recherche au CNRS et il a travaillé sur de nombreux groupes professionnels, des ouvriers aux cadres, en passant par les soignants hospitaliers jusqu'aux facteurs de la poste, et avec des entrées thématiques diverses. La précarisation du travail et de l'emploi, les évolutions du temps de travail et la santé au travail. Et Paul Bouffartigue contribue également depuis plusieurs années aux activités de l'Université populaire du Pays d'Aix, où j'ai le plaisir de le croiser de temps en temps, et il nous parlera des conséquences sociales du numérique au travers d'une interrogation, la société numérisée entre cauchemar et espoir. Nous aborderons le 2e sujet, le numérique et le travail, avec Claude Paraponaris. Claude est économiste et professeur d'économie à l'Université d'Aix-Marseille.
il a travaillé très tôt sur les questions d'automatisation dans l'industrie en s'intéressant au fonctionnement des systèmes sociotechniques. Il conduit aujourd'hui des recherches au laboratoire d'économie et de sociologie du travail, le LEST, qui dépend, je crois, de l'Université d'Aix-Marseille, Claude, et il travaille sur l'évolution des activités du travail et de conception dans les grandes industries aéronautiques, électroniques et services d'ingénierie, et il s'intéresse également aux villes numérisées. Donc il nous faudra réfléchir sur le thème « Travail et technique, une question de sens ». Et enfin, notre troisième intervenant, Mathieu Vabre, est co-directeur de Seconde Nature et de Zinc. Alors Seconde Nature a pour mission d'accompagner les mutations culturelles de notre société à travers le regard singulier et sensible des artistes. Et Zinc est un centre de création des arts et des cultures numériques, ce qui nous permettra d'aborder avec Mathieu le sujet « L'art à l'âge de la distribution numérique ». Quel rôle doit jouer l'art à l'ère du numérique? Le numérique doit-il être considéré comme une technique ou comme une culture par les diverses expressions artistiques? Alors je laisse la parole tout de suite à Paul Bouffartigue pour nous parler de la société numérisée entre cauchemar et espoir. Alors Paul, on entend souvent parler de culture numérique ou encore de révolution numérique, mais que change le numérique non seulement dans nos activités, mais aussi dans nos rapports sociaux? Oui, merci Henri pour une question d'ouverture aussi large que je ne traiterai pas de front, bien sûr. Je vais me contenter beaucoup plus modestement de m'interroger avec vous sur quelques conséquences sociales, quelques modes d'usage sociaux du numérique qu'on a pu observer en particulier dans la toute dernière période de crise sanitaire et qui nous fait redouter pour l'instant davantage de cauchemars que d'espoir. Alors, quelques mots pour poser un petit peu la manière dont je vois les choses. C'est de dire que bon, dans chaque époque, au moins depuis la révolution industrielle, chaque phase de changement technique important, chaque révolution technique a toujours été propice aux idéologies technicistes ou technologistes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire des tendances qui sont très très fortes et qui sont particulièrement fortes, je trouve, dans la dernière période, à interpréter et à anticiper une série de bouleversements sociaux comme directement dérivés des changements techniques. Et il semble bien que le numérique, comme le montrent tous les discours tenus autour du numérique, se prête admirablement bien à cette critique d'une dérive, d'un certain fétichisme, disons, techniciste dans l'interprétation de ces changements. Et puis, j'ajouterais que ça ne date pas d'hier, ça ne date pas de la révolution Internet. Je me souviens quand je suis arrivé dans le laboratoire d'économie et de sociologie du travail dans les années, fin des années 80, début des années 90, nous étions en pleine phase de discours sur les NTIC, les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Donc voilà, ça fait quand même maintenant un certain temps que nous sommes pris dans un discours qui tend à nous faire interpréter de manière techniciste les changements desquels nous participons. Or, avec un certain nombre de grandes références que je ne citerai pas, de grands auteurs, ma position est que la technique est d'abord produite par le social, d'abord produite par les rapports sociaux, et ensuite elle est appropriée au travers des rapports sociaux. Et c'est là-dessus, sur ce petit aspect de la diversité des usages sociaux et de la manière dont les usages sociaux du numérique, de l'Internet en particulier, à la fois révèlent et amplifient ce qu'on appelle de manière, dans le discours médiatique, la fracture numérique, mais toute une série d'inégalités sociales. C'est surtout là-dessus que je voudrais attirer l'attention. J'aborderai beaucoup plus rapidement d'autres enjeux qui sont, à mon avis, aussi tout à fait vitaux dans les modes d'usage sociaux du numérique. Je pense en particulier
à des questions qui touchent à des questions de civilisation et à des questions de démocratie. Le danger d'un appauvrissement des activités humaines, d'une déshumanisation de la vie sociale, de la promotion d'un individualisme compétitif et ce dont on parle aussi beaucoup, c'est-à-dire du danger d'une prise de contrôle de nos vies par un certain nombre de multinationales, hein, celles qu'on appelle les GAFA. Voilà, donc je m'attarderai davantage sur le premier aspect qui concerne donc les inégalités sociales qui sont, comme je l'ai dit, à la fois révélées et amplifiées, activées, hein, par le numérique. Je crois que le numérique, on peut le dire, révèle et creuse les inégalités sociales de tous ordres, sous deux formes principalement. Une fraction de la population est exclue de fait de tout accès au numérique, et la population qui l'utilise est traversée elle-même par de fortes inégalités d'usage et d'appropriation effective de ces outils. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé à la fois dans le monde du travail et qu'on a pu un petit peu étudier au laboratoire au travers d'une enquête sur le télétravail confiné, et à la fois dans le monde scolaire, dans le système scolaire, au moment de la crise sanitaire, est tout à fait démonstratif, à mon sens, à cet égard, et j'en dirai quelques mots. Alors évidemment, ces inégalités sont d'autant plus graves dans leurs conséquences que l'usage du numérique tend à devenir obligatoire. Hein. Ça, c'est une question aussi très, très importante, notamment dans l'accès à des services administratifs ou à des services publics. On sait que le président de la République a fixé l'objectif d'une dématérialisation totale de tous les services publics en 2022. Alors qu'est-ce que ça signifie pour tous ceux qui n'ont pas d'accès ou qui ont des difficultés d'accès ou d'appropriation aux outils numériques? Il y a donc, à mon sens, un enjeu d'exclusion sociale, de non-accès aux droits, pour une fraction de la population qui ne sera pas continuellement réductible. J'attire l'attention aussi sur cette idée, parce qu'elle n'est pas équipée ou qu'elle ne maîtrise pas ou mal Internet. Hein, c'est donc le thème de la fracture numérique qui a des aspects à la fois sociaux et territoriaux. Vous savez qu'il y a une partie du territoire qui n'est pas couverte ou très mal couverte par les réseaux et que dans une sorte de cercle vicieux, cette mauvaise couverture de certains territoires est alors utilisée pour accompagner finalement la désertification de ces territoires. Je ne vais pas ensevelir l'auditoire sous les chiffres. Je fais simplement référence à la dernière étude de l'INSEE qui étudie de manière très, très minutieuse, au travers de toute une série d'enquêtes, l'état de l'équipement et des usages du numérique, à la fois dans la population, dans les entreprises, etc., qui nous montre par exemple que quasiment un cinquième de la population adulte, de la population des plus de 15 ans, hein, jusqu'aux personnes âgées, n'ont aucune capacité numérique. Donc c'est énorme, un cinquième, aucune capacité numérique, soit sous forme d'une privation de tout équipement, soit sous la forme d'un non-usage effectif ou d'un très faible usage effectif de ces équipements. Et ça monte à 70% chez les plus de 75 ans. Donc on est vraiment devant quand même un gros problème dont les pouvoirs publics sont plus ou moins conscients d'ailleurs, puisque ont été mis en place toute une série de mesures visant à ce qu'on appelle l'inclusion numérique, hein, c'est-à-dire essayer de former la population qui est en difficulté avec le numérique. Mais quand on regarde les budgets qui sont mis à disposition pour ces formations, c'est assez dérisoire. Le calcul a pu être fait que c'est moins de 20 € par personne pour s'approprier de manière sérieuse les nouveaux outils liés au numérique. Ça paraît quand même assez dérisoire. Alors, ces inégalités, elles sont extrêmement classiques, c'est-à-dire qu'en dehors de la variable d'âge qui est très très forte, hein, dans l'usage du numérique, c'est-à-dire que les personnes les plus âgées sont vraiment en très très grande difficulté, et on le voit bien actuellement par rapport à la question des prises de rendez-vous pour les vaccins, par exemple, tout simplement, eh bien, on retrouve les inégalités extrêmement classiques, c'est-à-dire que les personnes les moins diplômées, les personnes issues de l'immigration,
les personnes les moins qualifiées, et puis je l'ai dit, les personnes qui sont dans des territoires ruraux ou dans les banlieues, sont les personnes les plus en difficulté ou les plus exclues du numérique. Un autre chiffre, et je crois que ce sera le dernier que je donnerai, 72% des diplômés de l'enseignement supérieur ont fait leur déclaration d'impôt en ligne, mais ça tombe à 25% chez ceux qui n'ont que le niveau du certificat d'études. Or, j'attire l'attention aussi sur le fait que, contrairement à ce qu'on pense souvent, ces inégalités liées à l'âge en particulier ne vont pas disparaître avec le temps. Pourquoi? Parce que ces outils et leur mode d'appropriation nécessaires se renouvellent avec le temps. C'est-à-dire que les personnes qui ont aujourd'hui 25-30 ans, qui paraissent relativement familières avec les outils numériques, ne seront pas nécessairement dans 20 ou 30 ans aussi à l'aise avec les outils qui vont se développer et qui seront plus facilement appropriés, toujours par les nouvelles générations. Alors, voilà ce que je voulais poser surtout comme problème, c'est-à-dire les inégalités sociales qui sont, je le répète, révélées et amplifiées par le numérique. Mais je voudrais, dans le temps qui m'est imparti, c'est-à-dire encore 5 ou 10 minutes peut-être, aborder quand même rapidement quelques autres enjeux importants. Le premier, c'est le numérique comme enjeu potentiel, vecteur potentiel d'appauvrissement des activités. Je dis bien potentiel parce que ça peut être aussi un outil d'enrichissement de certaines activités. Mais je pense à la manière dont les dirigeants ont par exemple présenté l'usage et le recours au numérique comme pouvant compenser l'isolement à domicile pendant le confinement, en particulier pour les télétravailleurs ou pour le travail scolaire. Et je pense que là, la démonstration a été vraiment faite que avec le passage d'une activité en coprésence vers une activité à distance, c'est le contenu même de l'activité qui est transformé. Et si on sous-estime toutes les transformations dans les contenus d'activité qui sont associés à ce déplacement, eh bien, c'est extrêmement dangereux. Et par exemple, on a sous-estimé grandement le fait que toute une population, toute une fraction des élèves, alors principalement les élèves qui étaient déjà en difficulté avec les apprentissages dans des conditions classiques, mais pas seulement, se sont retrouvés en grande difficulté et en échec finalement par rapport à l'usage des outils d'apprentissage à distance. Et je crois que c'est vrai aussi pour la fraction, on va dire, relativement privilégiée des travailleuses et des travailleurs qui ont pu télétravailler et qui peuvent continuer à télétravailler pendant les périodes de confinement. Parce qu'au sein même de cette population, on s'est aperçu que les conditions matérielles, ne serait-ce que les conditions matérielles, avoir ou non une pièce dédiée au travail, au télétravail, à la maison, était un caractère tout à fait discriminant, en dehors des autres facteurs de discrimination, comme être contraint ou non de s'occuper d'enfants en bas âge, par exemple. Je pense en particulier aux femmes mères de famille, dont on sait qu'elles ont été très souvent en grande difficulté au moment du premier confinement. Le deuxième, donc finalement le troisième enjeu que je vois, c'est le risque d'une déshumanisation de la vie collective. Alors évidemment, qui a été d'autant plus visible dans la dernière période avec cette notion de distanciation physique et sociale, qui dit bien ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire que quand on associe ce qu'on nous incite à faire, je ne pense pas seulement au port du masque, mais l'isolement à domicile avec l'outil numérique, avec cette formule de distance physique et sociale, on voit bien que avec ces outils, il y a un accompagnement vers un isolement des individus les uns par rapport aux autres. Par définition, l'isolement derrière ou devant l'écran réduit considérablement les possibilités d'interaction humaine concrète, mais même si elle ne les élimine pas complètement. Et je prendrai cette image toute simple. On sait bien que aller au cinéma dans une salle de spectacle pour voir collectivement un film et regarder un film tout seul derrière son écran, c'est pas tout à fait la même chose. Donc on pourrait réfléchir à ce que ça signifie aussi en termes de
Oui, déshumanisation, le mot est peut-être un peu radical, un peu violent, mais je le soumets au débat. Et lié à celui-là, je dirais le numérique comme enjeu de civilisation. Et là, je citerai un exemple qui est donné par le grand pédagogue Philippe Mérieux à propos des activités éducatives. Je pense que Claude aussi pourrait évoquer cette dimension dans sa pratique d'enseignement aujourd'hui. Il y a un certain fétichisme dans la manière d'introduire le numérique dans le système éducatif, d'ailleurs avec beaucoup de retard, avec beaucoup d'inégalités, avec cette idée que numériser l'éducation, c'est forcément la moderniser et c'est forcément faire un progrès par rapport à des pédagogies qui seraient beaucoup plus actives. Or, quand on voit ce qui se passe dans le WISE, alors c'est quoi le WISE? J'ai appris ça sous la plume de Philippe Mérieux. Chaque année se déroule à Doha un grand forum, le World International Summit of Education, donc c'est le WISE, qui est financé par la troisième épouse de l'émir du Qatar, où l'on invite les grands seigneurs du numérique, en particulier les GAFAM, et où on voit d'année en année monter en puissance l'influence de cet organisme, qui en est à sa 9e édition, qui s'est récemment décentralisé, notamment en France, avec la participation d'un grand nombre de journaux. Et quelle est l'idée qui est promue par cet organisme? C'est que la classe, l'école, serait une forme obsolète d'enseignement qu'il s'agirait de remplacer par un système qui est déjà dans les tuyaux de Google, où l'on testerait les enfants d'une manière systématique pour savoir comment ils fonctionnent sur le plan de leur intelligence. À partir de là, chaque individu se verrait proposer un programme d'enseignement strictement personnel qui serait évidemment vendu aux familles et permettrait aux enfants de suivre de chez eux, sur ordinateur, toutes les matières grâce à un serveur géant, avec évidemment force évaluation et classement par QCM. Voilà un petit peu les dangers qui ne sont pas des dangers fictifs, qui sont des dangers réels, qui pèsent dans une certaine conception de l'usage possible du numérique. Dernier enjeu que j'évoquerai rapidement, il y a énormément de publications qui sont assez terrifiantes sur ce plan dans la dernière période, c'est le numérique comme potentiel contrôle de nos vies. Là, je fais allusion à la notion de capitalisme de surveillance de Shosama Zuboff, qui nous explique comment les informations personnelles que l'on donne sciemment en échange de services gratuits sur Internet, à Google en particulier, ne représentent qu'une infime partie des informations qu'ils détiennent, ces multinationales. C'est ce qu'elle appelle le surplus comportemental que monétise le capitalisme de surveillance. Et donc qui pose la question de entre quelles mains sont le pilotage du numérique. Et donc c'est un immense enjeu démocratique qu'il faut absolument poser, je crois, dans le débat public. Alors évidemment, j'avais intitulé provisoirement mon exposé entre cauchemar et rêve. Je vais terminer sur les rêves. On sait quand même que parmi toutes les révoltes sociales qui se sont déroulées depuis 15 ou 20 ans au travers le monde, et auxquelles d'ailleurs la crise sanitaire a mis un coup d'arrêt brutal, alors qu'elles étaient en pleine diffusion sur tout l'espace de la planète, combien les réseaux sociaux ont été utilisés comme des outils de mise en relation horizontale et immédiate entre les citoyens désireux de changer le monde, finalement, en tous les cas de protester contre le monde qui se présente. Je pense que Claude pourra aussi parler de tout ce que permettent ces outils en termes de ce qu'on appelle l'économie contributive ou collaborative, qui ouvre d'autres horizons, heureusement beaucoup plus lumineux, aux possibilités d'usage du numérique. Merci. Merci Paul. Sur ce dernier point, sur les réseaux sociaux, on est confronté là à l'altérité. Est-ce que les réseaux sociaux, je parle des grands GAFA, Facebook, Twitter et autres, ne nous confinent pas en fonction de nos préférences et de nos croyances, à n'avoir de l'altérité qu'avec nos semblables? Je veux dire, est-ce que ce n'est pas un frein à la mixité sociale?
ce point-là. Et puis, concernant le problème des inégalités, par exemple, Hartmut Rosa, justement, qui parraine cette nuit, lui nous dit, je l'avais noté ici, que la modernité est portée par le projet ambitieux de rendre le monde disponible pour tous et à tout moment. Or, ce que tu viens nous dire, justement, c'est que le monde n'est pas disponible pour tous à tout moment de la même manière. Donc cette question sur l'altérité, cette question sur... Et puis évidemment, la question du contrôle, puisque le numérique, comme tu l'as expliqué, est un outil qui peut être formidable, mais peu de gens maîtrisent l'outil. Or, qu'advient-il socialement quand on utilise un outil qu'on ne maîtrise pas? Je veux dire qu'on utilise tous des applications, mais on est incapable de savoir ou de jouer sur les algorithmes qui sont à la base de ces applications. Oh, merci Henri pour ces 3 questions qui sont assez monstrueuses. Donc quelques mots. Sur la première, c'est effectivement bien démontré que des réseaux sociaux en particulier, ça a été dit à propos de Facebook, bien étudié, bien objectivé, comme on dit dans notre jargon de chercheurs en sciences sociales, que les groupes au sein desquels on échange sont des groupes de semblables. Et je pense que ce constat, il a à voir avec ce qu'on dit beaucoup aussi sur le développement du complotisme. C'est-à-dire que on assiste à une mise en doute des paroles qui circulent dans l'espace public, au sens traditionnel de l'espace public, par exemple les grands médias traditionnels, et alors que finalement ces espaces semi-publics ou ces espaces qui seraient en fait une extension des espaces privés incarnés par ces réseaux sociaux seraient en pleine montée en puissance. Et effectivement, je ne peux qu'aller dans ton sens, c'est dire qu'il y a effectivement un danger d'enfermement des individus dans ces espaces de semblables, et donc un danger de dépérissement du politique finalement, de l'espace public et du politique, sur lequel on a à s'interroger et pour lequel j'ai strictement qu'une solution à mettre en débat pour l'instant. Peut-être que mes collègues auront des idées là-dessus. Alors peut-être pas sur les 2 autres questions que tu m'as posées, mais peut-être que sur la dernière, effectivement, ce que dit Rosa est tout à fait exact, ce fantasme d'un accès instantané et universel finalement au monde entier. Méfions-nous-en grandement, parce que les individus sont extrêmement inégaux par rapport aux possibilités d'appropriation. Des immenses potentialités que nous offre le monde du numérique. Moi, je suis un grand consommateur de Wikipédia, sur lequel il y a eu une belle thèse qui a été faite au Lest récemment, sur la construction et sur les enjeux de cet immense logiciel libre, qui quand même, justement, je voulais en parler un petit peu, peut-être que Claude le fera, à propos des potentialités positives, cette fois, du numérique. Les logiciels libres, un logiciel libre comme celui-là, c'est quand même extrêmement démonstratif. Et moi, je me réjouis, j'imagine avec tous les chercheurs, d'avoir à disposition, comme c'était inimaginable lorsque nous avions 20 ans, ce réservoir d'informations dans tous les domaines. Encore faut-il savoir s'en servir. Je ne suis pas sûr de m'en servir de manière optimale. Et je lisais, pas plus tard qu'hier aussi, un témoignage d'un enseignant en philosophie dans le secondaire, et qui montrait comment son gros problème, et il butait sur cette difficulté, c'était la difficulté d'apprendre aux jeunes la critique des sources. Il constatait que les jeunes prenaient un petit peu comme, de manière complètement indifférenciée, la qualité des sources d'informations qu'ils trouvaient sur Internet, et qu'ils donnaient a priori beaucoup plus de crédit, ils avaient beaucoup plus confiance dans les sources d'informations disponibles sur Internet que sur d'autres sources plus classiques. Et donc ça pose un gros problème, effectivement, dans ces inégalités d'appropriation
de l'immensité des ressources disponibles sur Internet. Et de contrôle et de manipulation également. Voilà, mais moi j'ai envie d'en rester là pour laisser la parole. Alors, on va embrayer avec le travail et technique, hein, une question de centre. Claude Paraponaris, le développement du numérique qui a été amplifié, là on l'a vu, par ces périodes de confinement depuis une année. On a vu croître le télétravail, les téléconférences comme on le fait aujourd'hui, et l'usage intensif d'Internet. Alors, comment est-ce qu'on peut se projeter sur ce que sera demain le sens du travail ? Oui, merci Henri. Alors, pour se projeter, il faut avoir de la mémoire, hein, et puis il faut avoir une volonté. Et cette volonté, on la puise dans ce qu'on connaît. Donc, souvent dans des éléments de mémoire, les spécialistes disent dans des rétentions. Donc, je vais tenir un propos de longue durée. Hein, je vais évoquer les plateformes numériques, mais avant cela, je vais évoquer la machine à vapeur. Parce que le numérique, c'est de la technique. Hein, et ce que je voudrais rappeler, c'est que la technique a à voir, dès le départ, avec l'activité humaine. Donc, je vais m'inscrire dans une perspective très longue. Je ne vais pas remonter à la préhistoire, mais voilà, tout d'abord rappeler que la technique prend sa source dans la pratique. La technique, ce n'est pas la science. Ah, les deux, technique et science, se nourrissent, s'alimentent, mais ce sont deux phénomènes très différents. La technique, elle puise dans la pratique et dans la pratique humaine. Hein. Et très souvent, au départ des techniques, il y a des recherches locales, avec des problèmes locaux, qui peuvent ensuite prendre une certaine influence. On pense à toutes les techniques de télécommunication. Hein, voilà. Alors, ces propos sur la technique, ils ne sont pas forcément très diffusés. On a du mal à parler de la technique parce que on l'utilise, mais on ne l'a pas créée. Donc on est un peu mal à l'aise et très souvent on raisonne en termes d'implication de la technique sur le social, sur les organisations, etc. En France, les études sur la technique ont été assez tardives, contrairement au Royaume-Uni ou à l'Allemagne. Des philosophes allemands se sont intéressés à la technique très tôt. En France, il a fallu attendre 1897, Alfred Espinasse, qui rédige un petit traité, Les origines de la technologie. Il est philosophe et il s'intéresse à la technique et il emploie des termes qui retiennent notre attention. Il évoque les termes de pratique humaine, d'activité, alors non pas au sens de Yves Clos ou d'autres, mais il évoque l'activité et puis il évoque la volonté. Ce qui va lui permettre de développer une théorie de la projection organique. Autrement dit, les humains ont des organes, ils ont de la volonté et ils projettent leurs organes dans le milieu. Voilà. Donc ça, c'est très important parce que ça va permettre à ceux qui vont s'intéresser à la technique de partir de l'humain et non pas l'inverse. Les premiers outils, tout ce qu'a démontré Laura Gourand dans la préhistoire, les premiers outils, ce sont des prolongements des organes humains en mouvement. Voilà. Hein, voilà. Alors bien évidemment, les plateformes qu'on va évoquer plus tard, c'est moins direct. Hein. Il a fallu tout un cheminement, il a fallu passer par l'informatique et les télécoms pour en arriver à ces systèmes très sophistiqués qui font travailler des gens partout dans le monde. Alors, je vais m'appuyer beaucoup sur un médecin français qui s'est beaucoup intéressé à la biologie et à l'épistémologie, qui est Georges Canguilhem, et qui a beaucoup œuvré. Il a couvert tout le XXe siècle, et il évoque la machine à vapeur. Et document historique à l'appui, il rappelle que la machine à vapeur, c'est la solution à un problème pratique qui est comment assécher les mines pour ensuite extraire le minerai. Hein, voilà. Donc Watt, 1784, met au point la machine motrice à double effet, etc.
Il faudra attendre, ça dit Carnot, 40 ans après, pour mettre sur le papier le principe scientifique de la puissance motrice du feu. Hein. Donc, tout d'abord, ça a démarré avec la technique, et la science est venue après. Hein, voilà. Donc je ne tiendrai aucun propos sur les pratiques médicales d'aujourd'hui, hein, parce que je suis pas du tout, je connais pas, mais sur la machine à vapeur, on peut dire ça. C'est-à-dire que la technique a précédé de 40 ans la science. Alors Georges Canguilhem vient nous dire que toute technique comporte essentiellement et positivement une originalité vitale, irréductible. Et irréductible à quoi? À la rationalisation. Alors dans cette phrase que je donne, tout y est. Hein. Le vital, l'originel, donc l'humain, et dans l'humain il y a de la pulsion, hein. Il n'y a pas que ça, mais il y a de la pulsion. Donc le vital, l'originel, et puis la rationalisation, hein, voilà, la structuration par le pouvoir. Donc il y a les deux. Il y a les deux, et ça va nous permettre un peu plus loin de poser que, en fait, si on veut comprendre la technique, il faut raisonner en termes d'organes. Voilà. Bon, le roi Gouan, il a repris également toutes ces démonstrations puisées dans l'histoire des techniques en disant que beaucoup d'outils venaient du mouvement circulaire. Le mouvement circulaire humain qui a ensuite été projeté, externalisé sur des outils. Donc si on suit un peu ces auteurs, et pardonnez-moi du raccourci, hein, je vais vite, mais bon, on ne peut pas faire autrement, la technique, c'est un phénomène biologique. Le roi Gouan, Canguilhem, en plusieurs ouvrages, hein, Canguilhem est très connu pour le normal et le pathologique, mais aussi pour un ouvrage qui s'appelle La connaissance de la vie. Donc la technique, c'est un phénomène biologique universel. C'est également une opération intellectuelle, hein, d'affinement des techniques, de sophistication des techniques, mais au départ, c'est un phénomène biologique. Si c'est un phénomène biologique, ça va forcément affecter la mémoire. Nous avons tous une mémoire. Lorsque nous disparaîtrons, notre mémoire va s'évanouir, sauf les photos, les enregistrements vidéo, nos écrits éventuellement, et puis quelques souvenirs de nos proches. Et lorsque nos proches vont disparaître, il restera tout de même les documents. Et les documents, c'est la technique. Hein. La technique nous permet de revisiter de la mémoire, proche ou ancienne, et cette mémoire, c'est notamment l'expérience des autres qui viennent nous raconter comment ils ont procédé, ou parfois, pour les philosophes, comment on peut penser tel ou tel phénomène. Voilà. Donc la technique, ça a à voir avec le biologique, avec la mémoire. Et donc, quand Guilhem va jusqu'au bout, il dit finalement, le mécanique s'inscrit dans l'organique, et non pas à l'inverse, comme Descartes l'aurait souhaité, à savoir l'organisme humain comme une machine. Voilà. Donc le mécanique s'inscrit dans l'organique, dans nos projections, dans notre milieu. Voilà. Alors forcément, nous, humains biologiques, nous sommes des travailleurs. Hein, voilà. Donc si je reprends la proposition d'Alain Supiot qui dit « Le contenu et le sens du travail sont des exigences de justice sociale. Hein, » voilà. Donc le contenu et le sens du travail. Eh bien, le travail est relié à la technique. Hein, voilà. Nous ne pouvons pas travailler sans technique, sans ces projections que nous avons établies et qui nous permettent ensuite d'œuvrer, seuls ou à plusieurs. Donc, comment dire, ces premiers constats, ces premières études ont donné lieu à des développements. Je vais utiliser ceux de Gilbert Simondon, qui est un philosophe des techniques, qui a réalisé sa thèse avec Georges Canguilhem, et qui va aller, lui, encore plus loin, et qui va poser que dans nos existences, il y a trois grands organes. Hein. Donc, le premier organe, c'est nous. C'est très sophistiqué, parce qu'il y a du physique, il y a de l'émotionnel, il y a de la sensibilité, il y a de l'intellect, bon, il y a tout un tas, il y a du psychique, il y a tout un tas de choses. Et puis cet organe donc psychique, pour le résumer, projette et met au point des techniques. Donc nous avons un second organe qui est la technique. Et puis nous avons également un organe qui est très vaste, qui est l'organe social. Nos relations sociales, nos socialisations, les structures sociales dans lesquelles nous évoluons, etc., etc.
Donc la technique, c'est un organe, hein, mais ce n'est pas un organe qui est tout seul, c'est un organe qui est en interaction dès le départ, et très longtemps, avec l'organe psychique et avec l'organe social. Voilà. Donc Simondon a développé une organologie, hein, ce n'est pas un terme que nous utilisons tous les jours, mais il a développé une organologie en disant il y a tout ce que nous pouvons faire seuls, qu'on va appeler l'endosomatique, hein, c'est le soma, et puis il y a l'exosomatique, c'est tout le reste, c'est-à-dire c'est tout notre appareillage social et technique. Voilà. Et donc moi j'invite à penser dans ce triangle-là entre les individus, les systèmes sociaux, hein, et puis les systèmes techniques. Hein. Donc pour nous individuer, pour devenir des individus à part entière, il ne suffit pas d'autrui, hein, la socialisation, et elle est très sophistiquée aujourd'hui. Il ne suffit pas d'autrui, il nous faut aussi, depuis la préhistoire, des outils techniques. Et aujourd'hui, des systèmes d'information très sophistiqués qui vont venir nous prolonger, mais pas que nous prolonger, nous court-circuiter. Parce que dans cette organologie, il y a une question de rythme. Et lorsque l'artisan met au point ses outils pour travailler, le rythme d'évolution de ces outils, il est à peu près au même niveau que le rythme de ses habiletés, hein, de ses capacités. Aujourd'hui, depuis l'informatique, c'est-à-dire depuis le début du XXe siècle, le rythme de la technique s'est accéléré. Hein. Nous sommes dans des sociétés de vitesse. Moi, j'ai lu Paul Virilio, mais bon, je suppose que ça rejoint Rosa. Il faut aller vite, on n'a pas le temps. Il faut aller vite, il faut être très fiable. Et le rythme de la technique, aujourd'hui, est à des niveaux qu'on n'imaginait pas il y a un siècle. Et ça vient court-circuiter nos sens. C'est-à-dire que cette technique, contrairement à ce qu'on raconte, elle ne peut pas travailler toute seule. Elle a besoin de nous aussi. Mais nous sommes au service. Nous sommes au service de cette technique. Alors, bien entendu, certains élaborent la technique. Ce sont les gens qui travaillent dans de grandes sociétés d'édition de logiciels ou dans les GAFAM. Et beaucoup de personnes qui travaillent avec ces outils sont, même si parfois ils sont très éduqués, très formés, comme les ingénieurs ou certains scientifiques, ils sont prolétarisés. Hein, nous sommes tous plus ou moins prolétarisés. Et donc ça, c'est un gros problème. C'est ce que disait, ce que présentait Paul. Il y a un gros problème à ce niveau, effectivement. Donc si j'ai un peu de temps, j'ai prévu de développer 2 illustrations, mais je vais peut-être me contenter d'une seule. Tu as une dizaine de minutes, Claude. D'accord. Donc je vais pour me raccrocher à ce que disait Paul et pour montrer que tout ça, ça se complète, hein, je vais utiliser Andrew Finberg, qui a été un étudiant d'Herbert Marcuse, dont il s'est un peu éloigné, mais bon. Donc il a étudié le développement du Minitel en France. Voilà. Et donc, je vais donner une phrase qui synthétise beaucoup son étude. Il dit « Une fois introduite, la technique offre une validation matérielle de l'ordre social qu'il a préalablement formé. » Hein. Donc il y a une boucle, hein, il y a de la récursivité. Voilà. On a tendance malheureusement dans nos disciplines scientifiques aujourd'hui à tout découper en tranches et puis après à se dire il faut faire de la transdisciplinarité. Mais bon, c'est peut-être un peu trop tard là. Donc il y a vraiment des boucles, hein, qui sont très actives pour les gens qui conçoivent la technique, ils sont très au fait de ça. Il y a une boucle entre effectivement l'état des rapports sociaux, l'institué social, comme dit Castoriadis, et la technique qui va être projetée, qui va être établie par ceux qui sont en charge d'établir cela. Alors je vais prendre un premier exemple avec les travailleurs du clic. Les travailleurs du clic, c'est quelque chose qui a été mis en évidence par Antonio Casilli et une grande équipe, ils sont à Paris. Donc ils ont étudié le micro-travail, ils ont remis plusieurs rapports officiels, et puis ils ont participé à des émissions de télévision, sur France 2 notamment. Donc ils ont étudié les livreurs, Uber bien sûr, qui a été créé en 2009. Ça va vite, hein.
Et ils ont étudié quelque chose qui est un peu moins connu par les néophytes, qui est Amazon Mechanical Turk, en référence au turc mécanique. Amazon Mechanical Turk, ça a été créé en 2000, donc ça a déjà 20 ans d'existence. C'est bien sûr les plateformes d'Amazon qui disposent de puissance de calcul phénoménale. Et ça consiste à employer des personnes au domicile. Voilà. Et à leur faire des travaux que les algorithmes n'arrivent pas à faire. Amazon a des gros problèmes pour repérer les erreurs dans leur catalogue ou pour repérer les doublons. Alors, certains algorithmes réalisent une partie du travail, mais il faut des humains pour faire le reste. Et les humains, c'est des tâcherons. Voilà, ce sont des tâcherons, ce sont des micro-travailleurs. Ils ont un salaire horaire médian de 2 $. 2 $ en 2017. Hein, voilà. Donc je m'appuie sur les études de Caselli qui sont très précises à ce niveau. Donc on a des plateformes numériques hyper puissantes. Et les plateformes numériques, c'est l'aboutissement de l'informatique sur à peu près un petit siècle. Hein. Donc c'est pas tombé du ciel en quelques années. Hein. Donc des plateformes numériques qui vont très vite, qui tournent 24 heures sur 24. Un appel à la foule. On fait appel à la foule, des personnes qui souhaitent disposer d'un peu d'argent. Les tâches sont très définies, il faut les standardiser, il y a des procédures très officielles, et on peut contrôler à distance ces tâches. Hein, donc on ne se voit pas. Hein, on se voit pas. Alors c'est quoi ça? Qu'est-ce que ça nous rappelle? Ça nous rappelle ce qui a précédé les débuts de la grande industrie, hein. C'est le putting out system. C'est l'époque où des grands marchands distribuaient du tissu au domicile à des hommes qui travaillaient avec les enfants et on confectionnait des habits ou bien on confectionnait des meubles. Et une fois que le travail était fini, le commerçant venait récupérer les travaux. Bon, voilà. Et puis ensuite, on a rationalisé. On a rationalisé pour créer la grande industrie. Donc ça, c'est le putting out system. Donc on revient au tâcheronnage à une échelle globale. Et comme très souvent dans les industries numériques, le premier arrivé, s'il est efficace, s'il est performant, il prend tout. Il s'impose. Hein. Donc Amazon, à partir de cette puissance de calcul, s'occupe aux États-Unis de gérer les bases de données de données médicales sur la salive, sur le sang, etc. Voilà. Voilà. Alors, le tableau n'est pas tout à fait complet puisqu'il y a un système technique hyper puissant. Il y a des tâcherons atomisés qui ne communiquent pas du tout entre eux. Et puis il y a des consommateurs. Il y a des consommateurs. Alors, il faut les évoquer, les consommateurs, hein, sinon ça ne fonctionne pas. En grande partie, ces consommateurs, ils veulent tout, ou presque, tout de suite. C'est le clic. Hein. Le consommateur, il va cliquer, il va travailler depuis chez lui. C'est un horizon, bien sûr, fantastique. Il va cliquer depuis chez lui. Et ces consommateurs, dont nous faisons peut-être partie, ils ont intégré le lien direct entre l'écran, leur pulsion de consommation et cette division des tâches à l'échelle planétaire. Hein, voilà. Donc là, il y a un enseignement trivial hein, qui rappelle les mérites de cette pensée en termes d'organes, l'organologie. Il y a un enseignement trivial, il me semble, c'est que lorsque vous devez survivre et que vous n'avez pas le temps de vous former, ben vous pouvez cliquer. Vous pouvez cliquer. C'est ce que Morozov appelle le solutionnisme technologique. Hein. Si vous avez un problème, ben vous cliquez, c'est simple. Si vous voulez partir en vacances, vous cliquez. Si vous voulez voir dans quel hôtel vous allez dormir, vous cliquez. Si vous voulez suivre le cours, vous cliquez. Si vous voulez vous soigner, vous pouvez cliquer aussi. Bon, voilà. Donc ici, il y a, je le reprendrai plus tard, il y a un court-circuit majeur avec les plateformes numériques qui sont au départ une volonté d'externaliser le calcul et un peu de la pensée hein, sous forme automatique, hein, ce qu'on va appeler l'informatique, le calcul. Hein, et le calcul, ben, avec l'informatique, ça nous rend de grands services. Sauf que
utilisé d'une certaine manière et avec certains profils de consommation et certains profils de hiérarchie dans les entreprises, ça donne des choses, ça donne des formes de domination. Hein. L'informatique, il faut se souvenir de la phrase de Steve Jobs en 81 qui disait « Les ordinateurs sont des vélos pour la pensée ». Hein, voilà, ce sont des vélos pour la pensée. Voilà. Bon, c'est quelque chose qui doit nous arrêter. Hein. La puissance de l'informatique, effectivement, l'informatique est très louable. Hein, lorsqu'elle nous donne les logiciels libres et Wikipédia. La thèse dont parlait Paul, c'est une thèse réalisée par Léo Joubert, qui est un sociologue qui a également été formé en statistique. Donc il a intériorisé le dialogue entre les disciplines. Hein, et donc il montre tout ce savant dosage entre des algorithmes qui sont tout de même maîtrisés par des communautés de personnes qui ne veulent pas faire n'importe quoi. Hein, voilà. Et donc qui ont réussi à mettre au point un contrôle social, un gouvernement des algorithmes pour des projets d'émancipation par le savoir, par la connaissance. Hein, voilà. Donc je pense que plus tard, parce que j'ai dû épuiser mon temps, je prendrai une autre illustration pour montrer que d'autres travailleurs, des ingénieurs, qui ont été formés pour être créatifs, travaillent eux aussi avec des plateformes et que ça donne des résultats qui font réfléchir. Hein, voilà. Merci Claude. Tout le début de ton propos, si j'exclus les deux dernières phrases, font un peu penser à l'école de Francfort, d'ailleurs, dont se réclame Hartmut Rosa. Je pensais à des philosophes comme Adorno, ou plus tard dans les années 50 à Hannah Arendt, dans la crise de la culture, ou la condition de la monnaie, qui pointent le risque d'un assujettissement ou d'une aliénation de l'humain à la technique, parce qu'il y a un dépassement. Hein. En 2016, par exemple, il y a un ordinateur chinois, dont je ne me rappelle plus le nom d'ailleurs, mais qui a réussi un record, c'est de faire 93 pétraflops, c'est-à-dire 93 millions de milliards de calculs à la seconde. Et en 4 ans, en 2020, on est arrivé aux États-Unis, je crois, à 1 milliard de milliards d'opérations par seconde. Donc là, c'est quelque chose que, humainement, il est impossible de faire. Donc est-ce qu'à un moment donné, et là on peut se référer à Canguilhem, la technique ne dépasse pas le biologique et ne prend pas le pas sur le biologique? Alors, comment dire, non. Sauf qu'on a les pratiques, dans certaines pratiques, oui. Non, au sens où certains pensent, et bon, ils y tiennent beaucoup, certains pensent que tout est information. Même le biologique, c'est de l'information. Hein, voilà. C'est de l'information, c'est du code. Bon. Et alors, nous, dans notre labo, dans les collectifs avec lesquels nous travaillons, nous étudions plutôt des organisations et le biologique, c'est un peu loin de nos travaux, mais dans beaucoup d'organisations industrielles, il est considéré que tout peut être ramené à des petites portions d'information. Et si tout peut être ramené à des portions d'information, alors on peut calculer. Alors c'est bien le calcul, hein, moi j'adore le calcul, mais tout ne peut pas être calculé. Voilà. Tout ne peut pas être calculé. Alors là, on en vient... il faut évoquer le concept de pharmacone. Moi, voilà, il faut tout de même que je dise que je travaille à l'université, mais aussi avec des collectifs tels que Ars Industrialis, qui a été fondé par Bernard Stiegler et plusieurs personnes qui exercent dans des milieux très différents. Donc je travaille à Marseille avec Colette Tron, Cédric Matthews et d'autres. Donc c'est un travail collectif. Hein. Et le pharmacone, ça consiste à dire tout objet peut être le pire des poisons, mais aussi le meilleur des remèdes.
hein. Le langage, c'est de la technique, hein. Le langage, ça peut être abominable lorsque c'est l'insulte ou lorsque c'est la rhétorique à tout prix pour parler bien, mais pour parler creux, hein. Mais si c'est René Char qui parle, ça devient intéressant. Et même ça peut soigner, hein, voilà. Donc le calcul, oui, le calcul, mais tout n'est pas calculable. Voilà. Et donc il y a une frontière entre ceux qui pensent que tout est calculable. Et donc certains, parfois c'est surprenant, certains physiciens aux États-Unis qui ont abandonné la physique alors qu'ils étaient brillants et qui se sont mis à créer des activités dans le domaine numérique, dans les télécoms, ont déclaré finalement les disciplines scientifiques, ça ne se développe pas assez vite. Si on récolte suffisamment de données, et aujourd'hui on les a, c'est possible, il y a Amazon, il y a Facebook, il y a d'autres marques, je ne voulais pas les citer, bon. On dispose de puissance de calcul. Et si on peut calculer, alors on peut passer en revue toutes les données. Et là, alors, on peut dire quel est le comportement moyen et donc le comportement désirable. Et là, la domination revient. Sauf que non, c'est pas comme ça que ça marche. Le savoir scientifique, il a besoin de temps. Il a besoin de temps pour être établi. Il a besoin de controverses. Et l'époque actuelle nous montre qu'il y a du débat, hein, il y a du débat scientifique, il y a des controverses. On a absolument besoin de controverses. On a besoin de se disputer scientifiquement pour établir des vérités qui, quelques mois, quelques années plus tard, seront mises en doute et à nouveau dépassées. Donc la science, c'est une aventure. C'est un résultat, mais c'est aussi une aventure. Voilà. Et pour l'aventure, il n'y a rien de mieux que l'humain. Il n'y a rien de mieux que ça, hein. Voilà. Merci Claude, tu m'offres une transition parfaite en disant tout n'est pas calculable parce qu'on parle de réalité virtuelle, de réalité augmentée. J'ai jamais trop su définir en tant que philosophe ce qu'était une réalité augmentée. Mais bon, d'art génératif, de net art, hein, si on se réfère aux propos de Paul Valéry, hein, qui posait cette question en 1928 déjà, n'est-ce pas la notion même de l'art qui est en jeu dans le changement des techniques et des sciences qui est porté justement par la conquête de l'ubiquité que représente justement le numérique. Mathieu Vabre, peut-être que l'art à l'âge de la distribution numérique va pouvoir répondre à cette question. N'est-ce pas la notion même d'art qui est en jeu ? Tout à fait. En tout cas, c'est l'aventure que proposent les artistes et dans laquelle ils sont baignés aujourd'hui. Donc, en effet, oui, je parle souvent de Paul Valéry puisque c'est une prophétie qu'il a écrite en 1928 avec la conquête de l'ubiquité qui parlait de la distribution de la réalité sensible à domicile. Et on voit bien que c'est une prophétie qui est en train de se réaliser sous nos yeux. Et déjà, il avait cette prédiction que la notion même d'œuvre d'art en soi, allait être transformée par les logiques de reproduction et les logiques de technique. Donc, en effet, aujourd'hui, on parle d'art numérique depuis les années 1950 avec l'apparition des ordinateurs qui modifient la production et la diffusion de ces œuvres. On atteint aujourd'hui un paroxysme, on le voit avec aussi la pandémie et la crise du Covid. Et ces ordinateurs ont dans l'histoire de l'art, créé de nouveaux supports et de nouveaux médiums. Et inventer de nouvelles catégories, en effet, vous les avez citées, de nouvelles catégories d'œuvres. On parle en effet d'art interactif, d'art génératif, de net art, de mapping, de réalité virtuelle et de réalité augmentée. Donc on pourrait se restreindre à cette définition que le numérique en art n'est simplement qu'une technique supplémentaire, comme un pinceau qui serait venu s'ajouter à la palette des instruments pour les artistes. Sauf que, en effet, Paul et Claude l'ont aussi nommé, l'ordinateur est une technique bien particulière qui a dans son langage même la question de la simulation.
C'est-à-dire que les ordinateurs sont capables de simuler n'importe quelle donnée et le transformer en langage numérique. Et ça a été une des obsessions des artistes qui ont travaillé sur cette logique de simulation et qui brouille en fait les frontières aujourd'hui des catégories traditionnelles de l'art. Alors je vais présenter quelques travaux d'artistes pour illustrer et rendre le propos moins abstrait. Quand je parle de simulation, justement, j'aime bien parler de ce travail de Max Paskin, qui a fait une vidéo à partir d'un tableau bien connu de Peter Bruegel, donc La Tour de Babel, et qui l'a complètement numérisé. Et qui en fait une vidéo très lente d'1 heure environ, où chaque morceau de peinture est transformé en pixels, et on le voit ici, rien que dans ce moment figé de la vidéo, le pixel se désagrège et on rentre dans quelque chose de beaucoup plus abstrait jusqu'à ce que la tour en fait s'effondre. Donc il raconte à la fois cet effondrement aussi lié à la tour de Babel, et puis il pose les questions justement autour du numérique et de la question de la communication autour de ça, qui fait aussi référence à Babel. D'autres exemples justement de capacité de simulation de ces outils-là, un artiste que l'on a exposé récemment qui s'appelle Davide Caiola, qui est un artiste italien que l'on a exposé dans le cadre d'un événement qu'on produit qui s'appelle Chronique, qui est une biennale qui a lieu sur Aix-en-Provence et Marseille. Et donc on a exposé là des photographies assez monumentales qui sont issues d'un travail de photogrammétrie. C'est-à-dire que c'est un scan en 3D réel de l'environnement physique de cette forêt, ce qui donne une approche très réaliste, voire même illusionniste de cette forêt, puisqu'on a vraiment la profondeur qui peut émerger en regardant ces tableaux. On a vraiment l'impression d'être immergé dans cette forêt. Sauf que, vous le voyez à l'écran, là, on a vraiment des détails extrêmement précis et concrets de cette forêt. Sauf que quand on s'approche, il y a un double regard qui se joue, où en effet, on voit que la matière est constituée, là aussi, que du pixel, et que l'artiste en joue justement pour faire un travail comme les artistes de plein air. Il reprend complètement cette tradition picturale des impressionnistes, et Cézanne ici en est la figure majeure, et il joue de cette matière, il joue de ces bugs provoqués par la machine pour créer justement des tableaux impressionnistes qui sont complètement artificiels et qui jouent sur ce décalage entre réel et artificiel. Et si je remonte un petit peu dans le temps pour parler d'un théoricien de Paris 8 et d'un artiste aussi qui est décédé cette année, donc je lui rends aussi hommage parce que c'est un des pionniers des arts numériques. On voit que les artistes sont allés assez loin dans cette capacité de simulation. Non pas dans la question de la représentation comme on vient de le voir avec Max Paskin et Davide Caiola, mais en créant vraiment des systèmes qui, en 3 dimensions, qui sont capables de générer qui sont capables de reproduire les dimensions physiques à l'œuvre aussi dans ces pissenlits là qui s'envolent, puisque c'est donc une œuvre qu'on appelle interactive, où le spectateur est invité à juste simplement souffler dans un micro. Et en soufflant, les deux artistes, Edmond Couchot et Michel Brett, reproduisent exactement le mouvement du vent, comme si on reproduisait le mouvement naturel. Donc on voit bien qu'on sort en fait avec ces outils-là d'un système de représentation traditionnel pour aller vers de l'ordre de la question de la simulation véritablement, où des mécanismes physiques réels, naturels sont codés et reproduits par les artistes.
Donc en effet, ce sont une fonction calculatoire qui permet d'interpréter le réel et d'agir et de réagir avec le réel. Et c'est elle qui permet cette capacité d'interaction homme-machine qui modifie, en fait, ce qu'avait prédit Paul Valéry, les processus de réception des œuvres, où le code qui crée l'œuvre peut être modifié par le créateur ou les utilisateurs en temps réel. Donc on rentre dans de nouvelles techniques, ce qu'on appelle des machines informationnelles avec l'ordinateur, qui nous fait sortir de cette conception très fonctionnaliste de l'outil et de la technique, puisque là on est vraiment dans des machines qui ont un caractère abstrait et universel. Ce ne sont plus des instruments spécialisés de prolongement orienté de notre organisation fonctionnelle qui reproduisent des tâches comme les travailleurs du clic très applicatives et définies. Mais là, ce sont des machines finalement à tout faire qui partagent avec le cerveau un caractère de non-spécialisation. Et toutes ces théories utilisées par les artistes sont en fait des théories aussi des années 50 développées par la cybernétique, Norbert Wiener notamment, et Alan Turing, qui pose en fait déjà dans les années 50 ce prolongement de l'humain par la technologie, voire même qui le dépasse, et qui vont créer en fait l'intelligence artificielle. Et l'enjeu en art, justement, c'est bien cette question de cette technique qui va dépasser le processus aussi humain et qui va devenir autonome. Et dans l'histoire de l'art, on a beaucoup d'artistes depuis les années 50 qui inventent justement des dispositifs et des machines qui sont autonomes et qui délèguent, qui suppléent le geste de l'artiste. Je montre un artiste récent, Patrick Tressé, qui est un artiste français vivant à Londres, qui était un dessinateur à la base. Et qui a perdu l'usage en fait de sa main, en tout cas qui a eu un handicap assez fort qui l'ont empêché de dessiner. Et c'est ce genre de profils d'artistes qui sont rentrés justement dans la machine, qui ont appris avec elle, qui ont appris à coder et qui ont appris à ces machines à dessiner comme ils pouvaient le faire avec l'usage de sa main. Donc c'est un dispositif assez simple et complexe à la fois, où le public est invité à s'installer dans ses pupitres et à poser, comme on poserait devant des tableaux de maîtres à l'époque classique. Et on le voit un petit peu plus loin, j'avance, les machines retranscrivent en fait le portrait de la personne en face, avec un trait qui est très loin de l'image qu'on peut avoir du numérique, qui est assez sensible et qui reproduit vraiment un geste assez humain. Voilà, vous avez un petit aperçu de comment justement la machine traite ce trait-là. Un des autres enjeux, en effet, de ce qu'on appelle des arts numériques, ça a été la connectivité. On en a parlé, puisque ça a été un terrain de jeu très important pour les artistes, et notamment avec l'apparition du World Wide Web et de ce protocole-là. Et ça a été un terrain de jeu d'exploitation, justement, pour diffuser leurs œuvres et sortir des musées. Et aller directement à la rencontre des publics. C'est ce qu'on appelle le net art. C'est une forme qui existe encore aujourd'hui et qui sont en fait des créations en ligne. J'ai un exemple des années 90, un exemple assez majeur qui n'est aujourd'hui, voilà, si on clique sur le site de l'artiste, on a cette page rose, mais qui ne fonctionne plus, puisque c'est aussi une des grandes questions de l'art numérique, c'est sa conservation, puisque les machines devenant obsolètes, aujourd'hui, ces œuvres-là ne peuvent plus fonctionner sur les mêmes logiciels que ceux créés dans les années 90. Mais le principe de ce site, qui a été un des premiers sites achetés par une collectivité, par un musée, en l'occurrence un FRAC, c'était justement que le site collectait les secrets les plus inavouables. Donc on se connectait et on pouvait écrire justement tout ce qu'on voulait, comme on le voit à l'image. C'est un site inintéressant. Et on avait
avait, en se connectant, tous les secrets qui avaient été livrés sur cette plateforme collaborative en ligne au fur et à mesure. Donc on a, c'est un exemple, il y a des milliers d'exemples de NetArt, mais c'est un exemple justement à la fois de l'interactivité, de la collaboration, et comment les artistes ont pu s'emparer et sortir du musée aussi avec ces outils-là. Je passe plus vite sur certaines choses puisque je pense que je vais dépasser mon temps sinon. Mais donc si je reviens à la spécificité de ces machines et de leur autonomie, on voit bien qu'il y a une conception qui est en train de vraiment d'être fracturée entre la question telle qu'elle était abordée jusqu'à présent dans l'art avec l'autonomie de l'artiste vis-à-vis de sa technique, et là des machines qui sont capables de prendre aussi et d'être autonomes et d'être indéfinies surtout. Et justement, je pense que l'enjeu des arts numériques, c'est bien d'être des observateurs et des critiques vis-à-vis de cette chose-là pour former une culture commune. Et donc c'est bien de penser la technique non pas comme un outil, mais une culture avec un rôle politique et un impact sociétal. Je vous donne deux exemples. Par exemple, l'installation de Nicolas Maigret avec The Pirates Cinema. Vous m'excuserez mon anglais. Je vous montre 2 secondes les images que l'on voit. C'est une installation vidéo qui est en effet connectée en temps réel aux 100 plus films les plus téléchargés et les plus streamés dans le monde. Donc le public assiste finalement, comme dans une salle de vidéosurveillance, à la diffusion instantanée de tout ce qui est en train de se partager et de se télécharger à l'instant T. Et on voit en haut de l'écran justement la provenance et la destination de ces flux qui circulent sans cesse. The Pirate Cinema fait figure aussi à cette posture qu'ont les artistes finalement de hacker aussi ces logiciels-là et d'essayer de nous poser des questions justement sur l'infonorgraphie, l'obésité de l'information dont on est complètement submergé. Là, on le voit très bien en vivant cette expérience de The Pirate Cinema. On voit qu'il y a toujours une universalité finalement des images qui sont en train d'être produites. On regarde tous les mêmes films au même moment. Et il y a une espèce de sensation d'obésité qui se crée au fur et à mesure. Je montre une dernière justement œuvre qui va dans ce sens-là, où on voit bien que là les artistes dépassent la question technique puisqu'on est face à une petite sculpture qui reprend sous vitre, qui reprend nos formats finalement d'écran, d'iPad, voilà, en remettant justement un texte, un poème exposé qui nous paraît bien curieux. Meilleur vœu de bonheur avec la même source que je suis en plus en plus. Vous voyez, on est dans l'ordre du poème oulipien, ou en tout cas limite absurde. Cette œuvre de Thierry Fournier s'appelle Oracle. Et elle fait justement référence à toutes les questions d'intelligence artificielle et d'automatisation de la machine, puisque ce poème est créé en fait par ce qu'on appelle l'intelligence de nos téléphones, qui nous propose, c'est un protocole qu'il a suivi où il sélectionne à chaque fois le mot qui est proposé par nos téléphones. Vous savez, à chaque fois qu'on écrit un texto, les mots les plus usités en fait par dans notre vocabulaire sont enregistrés et sont reproduits. Donc il crée cette espèce de cadavre esquis à partir de ces mots et de cette intelligence artificielle proposée par le téléphone. Et il en fait donc, à mon sens, une critique aussi, tout en proposant des choses qui sont en référence à l'histoire de l'art et justement à la tradition oulipienne. Je conclus.
Donc voilà, je pense que ces quelques, bien sûr, artistes, il en existe des milliers d'autres, parlent véritablement des enjeux des arts numériques, non pas comme un nouveau médium, mais qui est bien comme une technologie que les artistes utilisent à la fois comme objet et comme sujet. Comme médium et comme problème aussi, comme support matériel et comme imaginaire. Et c'est avec les artistes, en tout cas aussi c'est notre propos au sein de Seconde Nature Zinc, qu'il faut élaborer une contre-puissance en fait de la pensée, avec un recul nécessaire critique, mais une distance qui n'est pas, vous l'avez aussi nommé, qui n'est pas suffisante si on n'est pas accompagné par une familiarité alphabétique avec ces technologies-là. Pour justement s'emparer, parler et écrire le monde avec cette nouvelle langue. Donc les artistes finalement et l'art numérique, peut-être que ce n'est que le début de cette forme d'art, si cet art a pour fonction de comprendre un peu mieux le monde dans lequel nous vivons et dans ce monde hyper technologisé. Parce qu'on le voit bien, les artistes que je vous ai présentés, l'art n'est plus le lieu de la beauté ni de la réalité séparée, mais bien une pratique expérimentale par laquelle nous essayons de gagner un peu d'intelligence par rapport à ce qui est et notre temps présent, et qui vient toujours interroger, comme le nommait Paul Valéry déjà en 1928, la frontière de ce qui fait œuvre et de ce qui est un artiste. Merci Mathieu. Juste deux réflexions qui me viennent à l'esprit sur le cadavre exquis complètement numérique que tu viens de nous présenter. M'est venue l'idée de quelle est la liberté de création de l'artiste, et on pourrait faire pareil sur la création d'images, si c'est un algorithme qui crée le cadavre, ou qui crée et qui finalement aliène la liberté de l'artiste. Donc ça, c'est un premier sujet de réflexion. Et un deuxième, tu as parlé effectivement de traitement de l'image et du réel, mais je pensais aux arts comme la danse ou le théâtre. On a vu aujourd'hui qu'on pourrait très bien remplacer des danseurs ou remplacer des comédiens par des hologrammes. Donc est-ce que là, il n'y a pas là une disparition d'une forme d'art de représentation qui serait, on peut imaginer une pièce de théâtre, jouer Hamlet par exemple, simplement avec des hologrammes et sans aucune présence humaine. Donc est-ce qu'il n'y a pas une robotisation de l'humain qui est possible dans l'art ? Alors sur le premier point, c'est ce que j'évoquais sur la tension qui existe aujourd'hui sur, en effet vous l'avez nommé justement, sur l'autonomie de l'artiste qui, dans ces formes-là, en effet, délègue son geste à la technique et à la machine. Finalement, ça, je crois, de mon point de vue, ça s'inscrit dans une longue tradition de l'histoire de l'art, inventée par les avant-gardes de l'art contemporain, et notamment Marcel Duchamp en est l'exemple illustre, puisque c'est le premier. Alors il y a Léonard de Vinci aussi qui parlait de causa mentale pour parler de l'art, mais c'est le premier qui vraiment sort justement le geste artistique du geste humain. En exposant cette urinoir et dans des musées. Donc on est vraiment, je crois, dans cette poursuite-là de l'art conceptuel, après qui a été développé dans les années 70, où l'idée, le concept, le protocole sont vraiment à la base de la création artistique. Et les formes et les supports apportés là par les ordinateurs ne viennent que prolonger en fait cette idée-là. Je pense qu'avec Thierry Fournier, on est vraiment dans cette conceptualisation qui nous met à distance et critique vis-à-vis de ces outils-là. Sur le deuxième point, sur la représentation qui pourrait devenir essentiellement robotique, ça existe aujourd'hui. Il y a des pièces de théâtre qui existent, notamment avec certains robots. C'est, à mon sens, en effet, un danger si les artistes ne sont que dans une illustration technologique de ces choses-là. Si on est dans un propos, comme
pouvait le faire Duchamp ou Thierry Fournier, qui nous amène à réfléchir sur justement ces conditions-là et qui nous amène à voir de l'altérité, pourquoi pas. Merci Mathieu, et merci à tous les trois de vos exposés qui vont peut-être vous permettre de débattre entre vous, de débattre entre nous sur tous ces impacts du numérique sur le social, que ce soit dans nos rapports sociaux, que ce soit dans nos rapports au travail, que ce soit dans l'art. Et tout à l'heure, Mathieu parlait d'Alan Turing, justement, et Alan Turing avait eu cette phrase abominable, je dirais, et qui met en défaut l'intelligence artificielle. Enfin, personnellement, moi, j'ai jamais trop compris ce qu'était l'intelligence artificielle, puisqu'elle n'est ni intelligente ni artificielle. Et Alan Turing, justement, disait « il n'est pas nécessaire d'être intelligent pour penser ». Et donc, je ne sais pas, qu'est-ce que vous pensez de cette phrase et comment on peut la rapporter à ce que nous venons de présenter tous, là. Moi, j'aime bien partir de la terminologie et de questions linguistiques, en fait. Je n'utilise pas du tout non plus ce terme-là. Bon, intelligence artificielle, effectivement. Bon, d'autres disent c'est du calcul intensif. C'est du calcul avec un volume et avec une vitesse et une variété aussi, puisqu'on peut calculer avec des images aussi, hein, la reconnaissance de forme. Donc, calcul intensif. Bon, alors, les philosophes, hein, voilà, notamment ceux qui s'intéressent à ce qu'ont fait Socrate et Platon. Socrate, il a beaucoup parlé, mais il n'a rien écrit. C'est Platon qui a raconté ses développements. Et bon, ça peut paraître loin dans le temps, mais finalement pas si loin. Socrate se serait exclamé lorsqu'on lui a présenté des documents qui rapportaient sa parole. Il dit non, c'est pas possible ça, parce que ça va altérer la pensée. Donc si on veut parler d'intelligence artificielle ou d'augmentation de l'intelligence, Socrate, si ça s'est passé comme ça, pensait que le premier artifice, c'était le document, le livre. Hein, voilà, la mémoire artificielle qui vient en plus, hein, de toutes nos capacités. Finalement, si on veut s'initier à la philosophie, que va-t-on faire? On va consulter des ouvrages ou on va consulter Wikipédia. Et on va s'inquiéter de ce qu'a raconté Husserl sur l'attention, Kant, etc., ce que Henri connaît beaucoup mieux que moi. Donc il faut faire attention là, parce que la première augmentation de nos capacités, c'est le document écrit. Puis après, aujourd'hui, on a le document informatique, effectivement, avec cette disponibilité, cette possibilité de réplication. Bon, ok. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il faut aussi établir ce que j'appellerais des vérités sur les algorithmes. On va trop vite lorsqu'on décrit ça. Il y a le comportement. Il existe du comportement humain qu'on peut externaliser sous forme d'algorithmes. Voilà. Donc on peut faire des algorithmes qui démarrent avec quoi? Avec de l'information que l'humain va lui donner, et tout le comportement humain, enfin une grande partie du comportement humain peut être encodé. Ça peut être encodé en allant vite, un peu comme lorsqu'on passe de l'intuition à la phrase, et au roman, et au traité, etc. Voilà. Donc on peut encoder, mais ce que va faire la machine, c'est uniquement de la réplication très rapide, très informée de nos comportements. Le calcul intensif permet d'empiler des couches de comportement. Et c'est ce qui nous donne une impression quasi magique. Ça va très vite, ça va très loin. Bon, voilà. On parle de deep learning, mais non, les machines, elles répliquent. Mais étant donné qu'elles répliquent très vite, il nous semble qu'elles apprennent. Mais non. Voilà. Alors, ce qui nous différencie des machines, c'est l'intuition, c'est la nouaise, c'est la capacité à imaginer, c'est la capacité à partir de quelque chose qui est indéterminé,
et à mettre au point quelque chose qui va être très déterminé. Donc heureusement, on se différencie des machines. Il y a tout un discours qui nous fait croire que, voilà, et ça vient peut-être de Descartes, hein, l'humain comme une machine, et c'est une confusion majeure. C'est une confusion majeure. Voilà. Oui, bien sûr. Ça pose quand même le problème du rythme dont tu parlais tout à l'heure, parce que est-ce qu'on n'est pas à la traîne dans nos comportements sociaux parce qu'on n'a pas le même rythme que le numérique. Après, sur l'intelligence, effectivement, et là, je renvoie la balle à Mathieu, parce que ce qu'on voit, c'est que la machine peut créer un tableau toute seule, ou peut créer un poème, mais elle est incapable d'expliquer pourquoi elle a créé ce tableau, ce poème. Et ça rejoint ce que vient de développer Claude. Mais c'est important quand même, cette notion de rythme et d'impact sociologique. Paul, tu as peut-être des réflexions sur ce point? Non, les réflexions de mon ami Claude me plongent toujours dans une profonde perplexité, une profonde réflexivité, enfin la nécessité de prendre beaucoup de recul par rapport au discours et aux pratiques dominantes. Moi, en fait, j'avais, plus que sur la question des rythmes, j'avais envie de rebondir sur la question des systèmes de pouvoir et comment les systèmes de pouvoir contemporains instrumentent cette vision très appauvrie de l'intelligence humaine. Moi, c'est Gouverné par les nombres, hein, de Suppiot, cet ouvrage majeur qui montre comment est réduite l'approche du travail et l'approche politique par les nombres, hein, avec ce fantasme comme quoi on pourrait tout mettre. Ça rejoint pas mal ce que tu dis, hein, sur cette hégémonie d'une vision qui réduit le savoir, l'intelligence, le travail à des nombres, à des systèmes d'information, quoi, et qui débouche sur des choses assez terrifiantes, hein. Pour le domaine qui nous concerne, c'est l'élimination systématique du travail vivant au prix des catastrophes en cours, puisque ce qui arrive à notre système de santé, est-ce que ce n'est pas le résultat direct de cette vision comptable du travail, hein, voilà, donc on pourrait faire boucler pas mal de choses à travers cette réflexion sur qu'est-ce que c'est que cette fameuse intelligence dite artificielle et sur quelle conception extrêmement appauvrie de l'humain, de l'activité humaine, de l'intelligence humaine, elle repose finalement. Oui, parce qu'en théorie, les robots sont supposés imiter les humains ou être le prolongement de l'outil ou de la pensée humaine, comme tu l'as exposé tout à l'heure, Claude. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas arriver à un stade où c'est, et on le voit un petit peu dans la présentation de l'art numérique qu'a faite Mathieu, on peut arriver à un stade où il va y avoir un renversement et c'est l'humain qui va imiter le robot. Y compris peut-être dans des fonctions de travail productif. Oui, alors tu veux peut-être... moi j'aimerais donner des témoignages qu'on a récoltés avec une équipe, je vais citer Cathy Cromer, Marion Sina et d'autres dans notre labo. Nous conduisons des études sur les ingénieurs qui conçoivent de nouveaux produits. Donc des nouveaux appareils pour se déplacer, des avions ou des systèmes que nous ne voyons pas à base d'électronique et de télécom. Et bon, vous savez qu'autrefois on utilisait des planches à dessin pour dessiner les pièces qui allaient petit à petit composer des produits plus ou moins importants. On fait ça aussi parfois pour les services, hein. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails. Et puis sont apparus à partir des années 50, 60, ce qu'on a appelé des outils d'aide à la conception assistée par ordinateur, et puis les maquettes numériques pour réaliser la simulation, hein, la simulation numérique. Et aujourd'hui, la quasi-totalité des ingénieurs travaillent avec ces outils qui sont des logiciels d'aide à la conception avec des bases de données gigantesques, juridiques, techniques, bien sûr, sur les formes, etc. Bon.
Et je voudrais vous donner quelques témoignages d'ingénieurs de l'aéronautique, des travaux publics qui font des routes, des autoroutes ou d'autres qui travaillent dans l'informatique. Je vous cite un ingénieur qui a 25 ans d'ancienneté qui dit « Pour travailler sur un plan, donc avec la table à dessin, il fallait beaucoup réfléchir, c'était difficile. Pour reprendre, il fallait gommer et tout était très long. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de cette réflexion parce que l'outil calcule à ta place. » Un chef de bureau d'études raconte de son côté « Le travail de conception est de plus en plus industriel et de moins en moins créatif. Il faut prendre des choses qui existent. Alors les choses qui existent, ce sont des formes qui sont dans des bases de données donc ce sont des modules qu'on va assembler comme des jeux de Lego. Il faut toujours faire la même chose en somme. » Et un troisième, pour ne pas être trop long, troisième ingénieur, l'ordinateur est un truc qui t'empêche d'imaginer. La 3D, donc 3 dimensions, c'est pas facile sur un plan, mais là-dessus, c'est carrément impossible. Sur le plan, tu as de l'espace, tu peux le faire. Sur un écran, tu ne peux pas le faire, c'est tout petit. Voilà. Alors un quatrième peut-être, parce que ça prolonge bien. Avant, il n'y avait pas cette facilité avec la formule. La formule, si ça ne marche pas, on recommence. Avant, il y avait beaucoup plus de finesse avec les tables à dessin ou d'autres. Alors, ce n'est pas pour être passéiste, c'est simplement un constat. Avant, il y avait beaucoup plus de finesse et le projet était compris. La facilité des outils, sous-entendu informatique, nous a éloignés de cette réflexion. Ce sont des outils très puissants. Ils font la réflexion. Ils font la réflexion. Et alors, je ne sais pas si vous savez, aujourd'hui, il existe des tournevis géolocalisés. Et la vis est également géolocalisée. Pourquoi ? Simplement pour ne pas perdre de temps et pour permettre à l'ouvrier de viser juste. Tant que le tournevis n'est pas strictement aligné avec la vis, ça sonne. Et lorsque il y a 2 sons, et lorsque le son est bon, il peut visser. C'est le tournevis géolocalisé. C'est fantastique. Alors, sur les 2 premiers témoignages concernant la création et la liberté de création, peut-être que Mathieu a quelque chose à nous dire, hein, si on applique ces témoignages à l'art, justement. Oui, en tout cas, ce avec quoi je suis d'accord, c'est qu'en effet, ces technologies ne sont pas neutres. Elles sont inventées aujourd'hui principalement par les GAFAM et elles imposent une conception du monde et de la représentation à tous, que ce soit artistes ou on a pas mal cité d'exemples dans le travail. Donc je pense que la question n'est plus justement de la révolution numérique, puisqu'on est vraiment entré dans cette ère-là. On est dans une ère post-numérique. On parle, nous, déjà d'art post-numérique, post-digital. Le numérique est inclus et ce n'est plus qu'une technique. C'est ce que j'ai essayé aussi de démontrer, c'est notre horizon et notre nouvel horizon d'attente, de perception et de représentation du monde. Je pense qu'on a connu la même transformation culturelle avec, par exemple, l'invention de la perspective à la Renaissance. Le numérique, c'est ça qui est en train de se produire. Et c'est pour ça que, pour moi, c'est un nouvel alphabet, c'est un nouvel horizon. Et il faut apprendre à, justement, non pas être craintif vis-à-vis de ça, mais il faut justement rentrer dans la machine, rentrer dans le code et ne pas, justement, imposer le fonctionnement de ces machines-là par les GAFAM. C'est pour ça que le travail des artistes qui ouvrent le capot des ordinateurs et qui créent leur propre logiciel et leur propre code me paraît essentiel. Et je pense que c'est un travail en fait qui devrait être ouvert à l'ensemble de la population. Et je voudrais revenir également sur le propos de Paul quand tu parlais de l'assujettissement au nombre ou au calcul. Et on peut se poser la question de l'éthique. Je prends un exemple récent. Vous vous souvenez que lors du début de la crise de la Covid, ce qui, notamment en Italie où c'était très, très, très fort, ce qui traumatisait les médecins, c'était d'avoir à choisir entre quel patient je soigne et quel patient je laisse mourir. Et là, c'est un calcul, c'est un choix. Si on le laisse à la discrétion de l'ordinateur,
ou du numérique, il va faire un choix purement utilitariste. Et donc ça pose le problème de l'éthique ou de la morale, puisque la machine n'en a pas, évidemment, et elle va toujours faire un choix utilitariste. Et si on va même plus loin, mais je ne veux pas développer ici, parce que ce n'est pas moi qui suis l'intervenant, c'est vous, mais ça pose aussi le problème de l'organisation politique et économique de nos sociétés, où l'utilitarisme est la base et le fondement du capitalisme moderne. Oui, je ne sais pas si je vais réagir directement à ton interpellation, mais en écoutant les uns et les autres, on retombe sur le débat assez traditionnel, hein, du rapport entre l'homme et la technique, c'est-à-dire risque énorme de subordination de l'humain à la technique. Enfin, Claude en a donné des exemples. L'histoire du travail est pleine de ces exemples. On pense toujours à des textes fameux, ne serait-ce que de Marx, hein, sur l'aliénation, ces puissances déchaînées par l'homme, et en même temps potentiel de libération par l'outil. On est toujours dans cette ambivalence. C'est un peu la parabole du maître et de l'esclave de Hegel. Exactement. Moi, j'avais envie d'introduire aussi une idée qui n'a pas encore été introduite. C'est une idée qui vient de Pierre Naville, hein, qui est un des grands sociologues, parmi les premiers qui a travaillé sur l'automation, qui nous explique ce qui est quand même intéressant dans ces processus d'automatisation, ce qu'il constate très tôt, hein, dès les années 50-60, c'est que les compétences qui sont nécessaires dans le monde du travail tendent à être les mêmes que celles qui sont nécessaires en dehors du travail, du côté du consommateur. Et tu parlais de l'alphabet associé au numérique, hein, c'est le même alphabet finalement qu'on utilise souvent, hein, dans le travail et en tant qu'usager, en tant que consommateur. Qu'est-ce que ça ouvre comme potentialité de réappropriation des activités humaines, de réunification des activités humaines qui ont été séparées violemment par le capitalisme entre le travail, le hors-travail, le producteur, le consommateur. J'aimerais peut-être qu'on puisse avoir éventuellement un échange sur cet horizon pour réfléchir de manière peut-être un peu plus optimiste sur ce qu'il est possible d'envisager, et de même que sur les questions éthiques et politiques et démocratiques monstrueuses, hein, qui sont devant nous, hein, et qui sont mises à vif aussi par la crise sanitaire, hein, puisque les questions que tu poses sur les choix éthiques qui sont ceux de la médecine aujourd'hui, de la médecine d'urgence, débordés en tous les cas dans nos vieux pays occidentaux qui se croyaient au-dessus du lot, hein, au-dessus des problèmes qui se posent quotidiennement dans les pays moins développés. Et bien que ces questions, si elles ne sont pas réappropriées démocratiquement, débattues démocratiquement, sont des questions absolument insolubles, voire pire, qui ouvrent sur des barbaries possibles. Oui. Si la technique, c'est de la mémoire, une mémoire aujourd'hui très sophistiquée, hein, qui travaille sur le cumul de savoir, très important. Tu évoquais l'intérêt que nous avons à Ars Industrialis sur les villes numériques. Bon, aujourd'hui, il y a des urbanistes qui travaillent avec des informaticiens. Alors, il y a eu un fameux projet qui finalement est tombé à l'eau, en ville de Toronto, qui consistait à dire il suffit de quelques données de base en termes d'urbanisme et beaucoup de code informatique pour mettre au point des services très performants qui seront bien sûr au service des usagers, des citadins. Hein, voilà, de faire une ville quasiment cybernétique. Bon, dès que je souhaite quelque chose, je consulte l'application et on me dit s'il y a de la place, si je peux disposer de tel ou tel produit. Bon, et donc pour aller contre ce court-circuit, parce qu'il n'y a rien de pire que de se former à un très haut niveau, comme pour des ingénieurs ou des universitaires, pour ensuite être prolétarisé, c'est-à-dire être au service de quelque chose qui nous échappe complètement et qui nous dit ce qu'on doit faire au moment où on doit le faire. Pour aller contre ça, alors, le groupe Ars Industrialis avec lequel j'évolue dit il faut refaire des coopératives de savoir. C'est-à-dire qu'il faut se mettre à plusieurs, il faut sortir des départements cloisonnés
dans les écoles, dans les universités, dans les hôpitaux, dans les entreprises, et se mettre ensemble, surtout avec des artistes, parce que les artistes sont des gens, j'ai un frère qui est artiste, qui est plasticien, ils traversent des périodes très difficiles, et ils endurent, et ils créent. Très souvent, ils vont jusqu'au bout. Ils sont très tenaces. Et donc, il faut surtout travailler avec les artistes. Voilà. Parce qu'ils ont toujours cette envie d'aller au-delà de l'institué. Donc, il faut établir des coopératives de savoir. C'est en quelque sorte ce que font les économistes, en invitant des personnes de différents milieux pour mettre en débat. Donc, il faut également inviter des médecins, des ingénieurs, des géologues, des urbanistes, etc. Pour refaire du débat et pour créer, alors ça ne va pas se faire tout de suite, pour créer, dans un horizon que j'espère pas trop lointain, autre chose, une autre technique pour une autre société. Oui, effectivement, c'est assez prétentieux, mais bon, le défi climatique, il est devant notre nez, et on l'a en face. Donc là, il faut se retrousser les manches et œuvrer. Donc il existe une expérience sur le territoire de Plaine Commune, avec des doctorants qui travaillent, des chercheurs, des médecins, des psychologues, qui travaillent à essayer de définir ce que peut être un territoire apprenant, on apprend les uns des autres, contributif, c'est-à-dire on contribue à quelque chose qui est un autre art de vivre. Voilà. C'est une sorte d'application de la pensée complexe de mon ami Edgar Morin. Oui, en quelque sorte, bien sûr, oui, bien sûr. Ce décloisonnement oui, bien sûr. dont tu parles. On n'a plus rien à dire. Alors, justement, le dommage, c'est que on n'a pas de public. Habituellement, il y a un public, ce qui permet d'avoir beaucoup plus de pensée. On pense toujours mieux à plusieurs que tout seul. Et malheureusement, là, on n'est que 4 à pouvoir maigrement penser. On n'a pas cet apport du public avec cette créativité. Mathieu, peut-être quelque chose de plus sur l'art ou... En fait, je ne sais pas à quelle heure c'est. Un petit tour de conclusion. Un petit tour de conclusion donc sur la nuit des idées et le sujet qu'on avait à traiter aujourd'hui, c'est-à-dire le numérique dans nos sociétés, dans nos rapports sociaux. On commence par... Moi, je veux bien démarrer. Oui, vas-y. Je vais finir avec une phrase de Jean Renoir. Moi, je me suis formé dans le cinéma, en fait, essentiellement. Voilà. Donc, j'ai beaucoup d'amis qui travaillent dans le cinéma et j'aurais souhaité faire du cinéma, mais bon, ça aura peut-être une autre vie. Donc, une phrase de Jean Renoir. Les découvertes artistiques sont pratiquement le résultat direct de découvertes techniques. Moi, j'ai pas de belles citations comme ça à vous proposer, mais plus je vous écoute, plus je réfléchis sur ces questions qui sont des questions dont l'entrée est technique, et plus j'ai envie de poser la question démocratique aujourd'hui, comme une question qui fait manifestement terriblement blocage, et les modalités de gestion de cette crise le montre de manière quand même assez extraordinaire. Et voilà, on n'en sortira pas si on ne met pas tous les citoyens au travail. Enfin, il y a une convention citoyenne qui a montré l'énormité des potentialités d'intelligence collective par la contribution des uns et des autres, éduqués, moins éduqués, pour s'affronter à des petites questions comme celle du réchauffement climatique, et qui effectivement... nécessite qu'on se retrouve tous ensemble, les manches, scientifiques des différentes disciplines, professionnels des différentes disciplines, artistes, non-artistes, citoyens. Et le peuple, oui, le peuple, ce beau mot dont on n'a pas encore utilisé autour de notre table ronde, oui. Et moi, j'ai envie de conclure là-dessus. Merci. Merci de cette conclusion, Paul. Mathieu ? Oui, moi je rebondis sur cet enjeu démocratique qui en effet me paraît essentiel aujourd'hui dans notre société. Et je pense que c'est aussi, c'est pour ça que
on accuse la technique de beaucoup de mots, mais moi je voudrais revenir à un ouvrage qui a été fait par Fred Turner qui s'appelle Aux utopies de l'internet et du numérique justement, et qui revient sur les utopies qui ont aussi pensé et généré ces technologies et cette nouvelle technologie de la communication dans une forme de société distribuée, démocratisée. Donc c'est en effet la question démocratique qui est importante, et c'est la question des usages en effet de ces outils-là, et comment reprendre la main sur ces outils-là. Voilà, je crois qu'on peut en rester sur ces questions démocratiques. Et puisque, Claude, tu as cité Renoir sur le rapport entre la technique et la création, pour faire plaisir à Mathieu, je vais citer Georges Braque qui disait j'aime la règle qui corrige l'émotion, mais j'aime l'émotion qui corrige la règle. Donc voilà ce qu'on peut appliquer peut-être au numérique. Et puis voilà, il nous reste à remercier les gens qui nous ont suivis, en regrettant qu'ils ne soient pas parmi nous pour débattre avec nous. Et c'est toujours très enrichissant, ces échanges d'idées. Et j'espère qu'on pourra continuer encore longtemps et avec du public très bientôt. Merci à tous. Merci Claude, merci Paul, merci Mathieu. Et à bientôt.